Bonjour chers téléspectateurs, on se retrouve ensemble dans cette nouvelle émission de DOST, à la découverte de l'Australie. Aujourd'hui, nous allons voir en détail le système juridique australien qui adopte la Common Law, un système qui débute au Royaume-Uni pour être ensuite adopté dans plusieurs coins du monde. Nous commençons tout d'abord par regarder une vidéo où on verra le niveau de connaissance sur le sujet de Common Law. Ok, ce que je sais à propos du common law, c'est qu'il est appliqué aux États-Unis, en England, au Canada, je crois en Australie. Mais ce que je sais, c'est qu'il est apprécié beaucoup plus que le civil law. Je ne sais pas pourquoi. Non, je ne connais pas c'est quoi la common law. Je sais que la common law, c'est un système juridique dont les règles sont dédictées par les tribunaux. Le système juridique au Liban, c'est le droit religieux. Le droit australien, il est dépendant de quelques nombres de lois britanniques et c'est une common law. Et un autre pays qui pratique la common law, c'est l'Angleterre. The common law, je pense que c'est des lois communes à toute une population, par exemple la population britannique. Je sais sur la common law, c'est un ensemble des règles de décisions de justice et ces décisions sont prises par les tribunaux et ces règles aussi sont appliquées sur toute la population. Après avoir vu ce reportage, nous allons regarder ensemble une interview enregistrée par l'historienne Rebecca Trabulsi qui va nous raconter comment la common law est devenue le système juridique adopté en Australie. Bonjour Magali, c'est un honneur pour moi de participer avec vous à ce show télévisé afin de vous expliquer à propos de l'histoire de l'Australie, commençant par comment elle a été retrouvée jusqu'à comment elle a été colonisée. Tout d'abord, commençons par la fin de la période glaciale, qui a alors isolé la Nouvelle-Guinée et la Tasmanie du continent. Et les aborigènes australiens, comme vous pouvez le voir ici, ont commencé une longue période d'isolement sans influence extérieure. Pendant des siècles, les Européens ont présumé de l'existence d'une grande terre méridionale. Quelques historiens ont proposé la théorie de la découverte de l'Australie par les Portugais, et le premier Européen à visiter l'Australie pourrait avoir été l'explorateur portugais Cristavo de Mandassona en 1522. De grands voyageurs du XVIIe siècle, surtout hollandais, mais aussi français et anglais, suivirent, et au début du XVIIe siècle, les côtes ouest et nord du continent, connues sous le nom de Nouvelle-Zélande, comme vous pouvez la voir ici, étaient cartographiées, mais aucune tentative pour établir des colonies n'avait été faite. Un Néerlandais décrit ce territoire comme non cultivé et peuplé par des sauvages barbares, noirs et cruels, qui ont massacré certains de nos marins. Environ 150 ans avant l'arrivée des colons britanniques à Botany Bay, un groupe de marins néerlandais ont été les premiers habitants européens d'Australie quand leur bateau, le Batavia, s'est brisé sur des îlots coralliens de l'Australie occidentale en 1629. Avant d'être sauvés, les 300 survivants qui vivaient tassés les uns sur les autres furent victimes d'une bande dirigée par un psychopathe et 125 d'entre eux furent massacrés. Cette affaire est connue sous le nom de l'horreur du Batavia. En 1644, le cartographe français Messidesh Thévenot, notre ami ici, réalisa une carte détaillée représentant la côte occidentale de l'Australie qu'il nomma Nouvelle-Hollanda. En 1688, le cartographe italien Vincenzo Coronelli réalisa 2 globes terrestres monumentaux, dont l'un représentant avec exactitude l'Australie sous le nom de Nouvelle-Hollande. En 1770, le lieutenant de la Royal Navy de Grande-Bretagne, James Cook, mène l'expédition de l'Endeavour afin de parcourir et cartographier le côte est de l'Australie. Il débarqua à Botany Bay le 29 avril 1770. James Cook continua sa route vers le nord et débarqua de nouveau
sur l'île de la Possession dans le détroit de Torrey le 22 août 1770. C'est là qu'il prit formellement possession de la côte est d'Australie, comme on peut le voir dans cette photo, qu'il avait découverte au nom de la couronne britannique, lui attribuant le nom de Nouvelle-Galles du Sud. Cook est faussement caractérisé par son découvreur, vu que nombreux découvreurs l'ont précédé 160 ans auparavant. Il était accompagné par le célèbre botaniste Joseph Banks, qui fut émerveillé par la flore et la faune unique de la côte est d'Australie, et se montra favorable à la colonisation européenne. Les rapports élogieux que fit Cook au sujet de ces nouvelles terres, à son tour en Grande-Bretagne, suscitèrent l'intérêt, puisqu'elles offraient une solution au problème de surpopulation que connaissait la Grande-Bretagne. En effet, ce problème était plus grave à cette époque, étant donné qu'elle venait de perdre ses colonies américaines. C'est ainsi que le 13 mai 1787, la First Fleet de la Royal Navy quitta Portsmouth pour se diriger vers Botany Bay. Une autre raison d'établir une colonie anglaise en Nouvelle-Galles du Sud en 1788 était pour soutenir une tentative d'employer les fourrures de la côte du nord-ouest de l'Amérique pour ouvrir le commerce avec le Japon. Au Kamtchatka, en septembre 1787, Jean-François de la Pérouse reçoit des instructions de Paris pour faire un rapport sur la colonisation à Botany Bay. Le gouvernement français de Louis XIV a choisi la Pérouse pour diriger une expédition autour du monde visant à compléter les découvertes de James Cook dans l'océan Pacifique. Mais après un long voyage, il arriva à Botany Bay juste avant la première flotte britannique de colons. En fait, la colonisation britannique de Nouvelle-Galles du Sud commença par la fondation d'un camp pénitentiaire de 1030 personnes, avec 736 prisonniers, à Port Jackson, à Sydney par le capitaine Arthur Phillip le 26 janvier 1788. Bennelong était un aborigène d'Eora, de Sydney, qui a été enlevé par les colons et qui a servi de premier intermédiaire entre colons britanniques et aborigènes. Lui et un de ses compagnons sont devenus les premiers Australiens à voyager en Europe. La terre de Van Diemen, appelée aujourd'hui Tasmanie, fut colonisée pour la première fois en 1803 et devint une colonie distincte en 1825. Le Royaume-Uni revendiqua formellement la partie occidentale de l'Australie en 1829. À partir du territoire de la Nouvelle-Galles du Sud, 3 nouvelles colonies furent fondées. L'Australie méridionale en 1836, le Victoria en 1851 et le Queensland en 1859. Et ainsi, l'histoire de l'Australie colonisée par l'Angleterre débute. Merci et je vous reverrai la semaine prochaine. À bientôt! Nous remercions Mademoiselle Traboulsi pour ces importantes informations. Nous recevons à l'instant un appel vidéo de Mademoiselle Marie-Jo Naine qui va nous parler du détachement judiciaire entre la common law australienne contemporaine et la common law anglaise. Bien que la constitution du Commonwealth d'Australie soit une loi du Parlement britannique, le rôle du Royaume-Uni dans le gouvernement australien n'est devenu que symbolique dès le XXe siècle. Ici, on devrait expliquer un peu plus que veut dire le terme Commonwealth. Eh bien, la constitution du Commonwealth d'Australie est l'une des lois constitutionnelles du pays. La Constitution a été approuvée après plusieurs référendums votés par les habitants des colonies d'Australie dans les années 1998 à 1900 et surtout par le vote du Commonwealth of Australia Constitution Act dont on peut voir la photo passer sur l'écran et par le Parlement britannique qui, voilà, s'impose dans la deuxième photo. Par suite, la Constitution est née en vigueur le 1er janvier 1901. Toutefois, les États australiens n'ont pas participé aux conférences conduisant à l'adoption du Statute of Westminster 1931, lequel disposait qu'aucune loi britannique ne pouvait être appliquée dans un dominion sans son consentement. Cependant, l'indépendance législative complète fut finalement établie par la loi australienne de 1986, votée par le Parlement du Royaume-Uni ainsi par ceux du Commonwealth et des États.
Finalement, la loi australienne représente une rupture importante avec le Royaume-Uni, soulignée par la visite de la reine Elisabeth II en Australie pour signer la loi personnellement. L'indépendance législative s'est faite parallèlement à une divergence grandissante entre la common law australienne et britannique dans le dernier quart du XXe siècle. Enfin, le républicanisme australien émergea en tant que mouvement dans les années 1990 dans le but de changer la forme du gouvernement de l'Australie de celui de monarchie constitutionnelle à celui de république. Je vous remercie Magali. Retour à vous au studio. Merci Marie-Jo. Il faut noter que malgré ce détachement, il existe encore des similitudes avec le système anglais. C'est ce qu'on va voir avec notre collègue Mademoiselle Joëlle El-Masri. Bonjour Joëlle. Comme vous le savez que l'Australie est l'un des États qui adopte le système juridique de la common law, mais toujours c'est le droit australien qui est applicable sur ce territoire et qui cohabite entre différentes juridictions autonomes et séparées de ces États et territoires, ainsi que l'attachement de la liberté de juge à des traditions britanniques parlementaristes limite leur portée qu'il s'agisse le recours à des sources constitutionnelles, législatives, internationales par exemple et aussi anglais. C'était en 1986 le dernier lien entre ces deux États lorsqu'ils ont adopté une loi simultanément. Lorsqu'on parle de la common law, on pense directement de la jurisprudence qui est toujours adoptée dans la common law australienne influencée par la common law anglaise. Par exemple aussi que la Constitution garantit le droit de l'homme qui se trouve aussi dans la common law anglaise. C'est tout. Merci Magali. Retour à vous. Merci Joël. Après avoir vu l'histoire de la common law australienne, il faut sans doute parler de ses sources. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo enregistrée sous forme de diapositive. Sources de droit. La question des sources du droit australien est compliquée par la structure fédérale de l'État qui crée deux sources de droit constitutionnel écrits, étatiques, soit les États fédérés et fédéral. Commençons par le droit constitutionnel. En effet, les colonies australiennes devinrent une fédération en 1901 avec l'adoption du Commonwealth of Australia Constitution Act par le Parlement britannique. Cette constitution dispose le pouvoir législatif au sein du Commonwealth qui était attribué au Parlement fédéral. Ce dernier est composé du monarque, du Sénat et de la Chambre des représentants. Le rôle de la reine dans le processus législatif est celui d'accorder la sanction royale, soit un pouvoir exercé en son nom par le gouverneur général. La reine n'a pas de rôle réel dans la sanction des lois dans l'Australie actuelle. Les pouvoirs du Parlement fédéral sont énoncés dans la Constitution. La section 51 liste les domaines spécifiques pour lesquels le Commonwealth a le pouvoir de légiférer. Dans le cas d'un conflit, la loi fédérale prévaut. Toutefois, une loi fédérale peut seulement être adoptée si elle est conforme à la Constitution. La Haute Cour d'Australie détermine si le gouvernement fédéral a de tels pouvoirs lorsqu'un conflit apparaît. En second lieu, la common law. En 1903, la Haute Cour d'Australie s'est établie. Elle est la juridiction d'appel général des cours suprêmes des États fédérés afin d'assurer l'uniformité de la common law australienne. Jusqu'en 1963, la Haute Cour considérait les décisions de la Chambre des Lords comme étant contraignantes et il y avait une uniformité substantielle entre les common law australiennes et britanniques. En 1978, la Haute Cour déclara qu'elle ne sera plus liée par les décisions du comité judiciaire du Conseil privé. Les derniers appels au Conseil privé ont été abolis par la loi australienne de 1986. Et depuis, des divergences se sont créées entre les deux systèmes de common law. Ceci a été accentué par l'influence grandissante du droit de l'Union européenne sur le droit anglais. La common law australienne est encore influencée par les décisions des juridictions britanniques, mais aussi dans une moindre mesure par la common law du Canada, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis. En troisième lieu, le droit coutumier. Auparavant, les aborigènes d'Australie avaient leur propre forme de droit, et c'était un droit plutôt coutumier. Mais celle-ci fut rejetée par les Britanniques, et depuis l'arrivée des colons, les aborigènes ont été soumis au droit anglais. L'échec du droit australien de reconnaître la possibilité de l'existence d'un titre
aux natifs aborigènes dura jusqu'en 1992, quand la Haute Cour déclara que les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Tor avaient retenu des droits de common law à la terre, disposant ainsi qu'ils n'avaient pas été éteints par les lois australiennes suivantes. Finalement, l'Australie a également un rôle au niveau du droit international. L'Australie a fait partie à un certain nombre de conventions internationales, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant. Les traités doivent être transposés en droit interne australien. Voici la fin de notre vidéo. Question ? Quand nous évoquons le terme de système juridique, il faut sans doute parler de la structure de ces cours. Est-ce que la structure des cours en common law en Australie ressemble-t-elle à la division des cours du droit civil français? C'est ce qu'on va déduire dans la prochaine vidéo qui va parler en détail de la structure des cours australiennes. L'Australie est divisée en 6 États et 2 continents territoriaux, mainland. Chaque État et continent a sa propre hiérarchie des cours. Chacune de ces cours a sa propre juridiction selon sa place dans la hiérarchie étatique. Chaque État a le pouvoir d'établir ses propres lois. En 1901, le gouvernement fédéral a eu le pouvoir d'élaborer des lois impératives et obligatoires sur le territoire australien. La principale classification des cours australiennes est entre les State Courts qui appliquent les lois établies par les États et les Federal Courts qui appliquent les lois de la Commonwealth. Le corps judiciaire australien est formé sur des principes de droit. Ces principes connectent les juges aux citoyens et aux résidents dans le pays. Sans ces principes, la société n'aurait pas confiance en le système judiciaire afin d'assurer leur protection et de leur donner leurs droits et leurs intérêts légaux. Le principe prioritaire est le droit natural justice, qui englobe équité, la clarté et l'explicité, l'égalité dépasse la loi, audi alterum partem, qui veut dire écouter l'autre partie, et nemo iudex in causa sua, qui veut dire nul ne peut juger un procès dont il est lui-même un de ses parties. Il faut noter que les cours sont indépendantes du pouvoir exécutif, donc le corps judiciaire est libre de toute interférence politique. Nous commençons par la Cour fédérale. La plus haute instance est la Haute Cour, qui est the High Court. Elle est constituée de 7 juges, dont l'un est le président. Son quartier général est à Canberra, qui est la capitale territoriale australienne au New South Wales. Jusqu'à l'introduction de l'Australia Act 1986, on pouvait faire appel de sa décision devant le United Kingdom's Privy Council, parce qu'on considérait le système juridique de l'Australie assez faible. Elle joue un rôle important en assurant la consistance et l'uniformité des lois australiennes, des différents États et à la constitution originelle de l'Australie. Elle a à la fois une juridiction originale et une d'appel. La juridiction originale est un terme employé lorsqu'un procès commence dans une cour particulière. Par exemple, dans le système de droit civil, la cour de première instance a une juridiction originale. Dans ce cas, la Haute Cour australienne a une juridiction originale selon la section 75 et 76 de la Constitution de la Commonwealth de l'Australie. En plus de sa juridiction originale, elle a une d'appel. Elle reçoit les demandes d'appel des cours suprêmes des cours d'État et des cours fédérales et n'importe quelle cour classifiée dans la juridiction fédérale. De là, nous passons à la Federal Court of Australia. La Cour fédérale australienne traite de procès relatifs aux corporations et à la taxation et à l'inflation, etc. Elle reçoit aussi des demandes d'appel de la Cour fédérale des magistrats. Cependant, elle n'a pas la juridiction de traiter les demandes d'appel relatives aux problèmes familiales. Ce qui nous mène à la Family Court of Australia. La Cour de famille a été établie
pour traiter uniquement et spécialement des disputes familiales comme le divorce ou l'adoption. Comme la Cour fédérale, elle a la juridiction d'appel. Elle traite les demandes d'appel issues des cours fédérales de magistrats en rapport avec la famille. On retrouve les cours de famille dans chaque État et territoire australien, par exception de l'Australie Western. Nous passons à la Federal Circuit Court of Australia, qui était la Cour fédérale de magistrats et a été renommée Cour fédérale circuit le 12 avril 2013. Les titres de magistrat fédéral en chef et magistrat fédéral ont été respectivement changés en juge en chef et juge. Cette cour est au bas de la hiérarchie judiciaire fédérale. Elle traite les disputes de nature moins complexe, les affaires de famille assez faciles et disputes administratives et commerce. Cette cour n'applique pas le système de jury. Aux cours d'État, State Courts, nous avons la Cour de l'État de Victoria, la Cour de l'État de Queensland, la Cour de l'État de New South Wales, la Cour de l'État de Western Australia, la Cour de l'État de Tasmania et la Cour de South Australia. Nous commençons donc par les cours de l'État de Victoria, qui est formé de 6 tribunaux. Premièrement, le tribunal civil et administratif victorien, qui est la cour de première instance dans le système judiciaire de Victoria. Il traite d'un grand nombre de disputes telles que le commerce de biens, les réglementations sanitaires, des lois de location et expropriation, etc. Nous ajoutons à ce nombre de disputes le rôle du Conseil d'État dans le droit civil, c'est-à-dire que le VCAT traite les révisions de décisions issues du gouvernement. Ce tribunal conduit, en plus des audiences, des méthodes alternatives de résolution de disputes telles que la médiation. Puis nous passons à la Cour des enfants de Victoria qui, comme son nom l'indique, traite des offenses en rapport aux mineurs moins que 18 ans. Cette cour est divisée entre les affaires de famille et les affaires criminelles en rapport avec un enfant, comme aussi on peut trouver des sous-divisions, et cela suivant le cas présent. Nous ajoutons la Cour des couronnés de Victoria, qui a été constituée afin d'investiguer les circonstances et les causes de décès et des accidents. Puis, nous avons la Cour de magistrats qui succède la VCAT, la Cour des enfants et la Cour des couronnés, qui est dirigée par le magistrat en chef et traite d'un grand nombre de procès criminels, civils et familiales. Cette Cour n'adopte pas le système de jury et conduit des audiences appelées audiences de comparution, selon laquelle le magistrat décide si les évidences et les faits sont suffisants afin d'avoir un procès solide et sérieux pour pouvoir procéder à la Cour comté ou à la Cour suprême. Si la valeur du procès est $100,000 et moins, le procès est traité devant la Cour de magistrats dans les cas civils. Nous passons à la Cour comté, qui est la County Court of Victoria, qui est juste au-dessus de la Cour de magistrats et juste au-dessous de la Cour suprême, qui est dirigée par le juge en chef. La Cour traite des disputes civiles et criminelles, en plus des demandes d'appel en matière criminelle. Cela inclut les offenses sexuelles et les viols. Puis, enfin, nous avons la Cour suprême de Victoria, qui est la plus haute instance dans cet État. Elle est dirigée par le juge en chef de Victoria, c'est-à-dire le plus âgé des officiers judiciaires de l'État. La Cour suprême est en plus divisée en Court of Appeal et de Trial Division. Ensuite, nous passons aux cours de l'État de Queensland, qui a 4 niveaux dans la hiérarchie des cours. Le pouvoir judiciaire de Queensland est constitué de tribunaux établis par le pouvoir législatif de l'État selon la variété des offenses. Le tribunal civil et administratif de Queensland a été constitué
afin d'organiser les audiences en rapport avec la tutelle pour les adultes, l'antidiscrimination, affaires des enfants, disputes en rapport avec les locations et toute autre affaire de nature civile. Les disputes de dette sont traitées devant le QCAT si son montant est de 25 000 $ ou moins. Nous passons à la Cour de magistrats, qui appartient au premier niveau dans la hiérarchie des cours à Queensland. Ces cours traitent de disputes criminelles et civiles. Nous trouvons dans l'État de Queensland 130 établissements dans lesquels les audiences des magistrats se déroulent. En ce qui concerne sa juridiction criminelle, elle traite des faits criminels assez petits, comme l'agression, le vol, d'où le recours au système de jury ne serait guère nécessaire. Et pour sa juridiction civile, elle traite des affaires ayant pour montant 150 000 $ ou moins. On trouve comme division dans la Cour de magistrats la Children's Court et Coroner's Court. Ensuite, nous passons à la Cour de district. La Cour de district est un niveau supérieur que la Cour de magistrats. Elle traite des faits criminels plus sérieux comme le viol ou un vol d'armes, etc. et des affaires de nature civile ayant pour montant entre 150 000 $ et 750 000 $. Et enfin, on a la Cour suprême, qui traite les cas les plus sérieux de cas civils, au-delà de 750 000 $ et de criminels meurtres. Maintenant, nous passons aux cours de l'État de New South Wales. Premièrement, nous avons la cour locale. Les jugements pris par cette cour sont faits par un magistrat seulement, pas de système de jury. La cour traite des audiences de comparution par autres actes criminels, les quelques actes criminels, les demandes de caution, les réclamations civiles dont le montant est 100 000 $ et parfois jusqu'à 120 000 $. Les réclamations de compensation dont le montant est 60 000 $ ou moins. Les petites réclamations civiles dont le montant est 10 000 $ ou moins. Ensuite, nous avons la Cour de district. La juridiction de cette cour lui permet de traiter les affaires suivantes: les actes criminels extrêmes, les demandes d'appel des décisions des magistrats dans la plupart des affaires criminelles, les accidents de voiture résultant des dommages, aucun montant précis, et les affaires civiles dont le montant est 750 000 $ et parfois plus. Et enfin, nous avons la Cour suprême. La Cour suprême est au sommet du système judiciaire du New South Wales. Elle traite des affaires civiles et criminelles qui sortent de la juridiction des cours locales et de district. Les affaires civiles au-delà de 750 000 $, les plus sérieux crimes, homicide involontaire, meurtre et un sérieux cas de fraude d'entreprise. Les demandes d'appel des cours de district et de quelques tribunaux, et dans la Cour suprême, le banc le plus large reçoit les demandes d'appel des décisions faites par le banc simple. Maintenant, nous allons voir les cours de Western Australia. Premièrement, la Cour de magistrats, qui est dirigée par un magistrat et il n'y a pas de système de jury. Elle est divisée en deux parties. L'une criminelle qui traite les crimes dont on leur applique la sentence de 3 ans au moins, et l'autre civile qui fait audience aux réclamations au-dessous de 75 000 $. Puis nous avons la Cour de district, supérieure à celle de magistrat, dans la hiérarchie de cet État. Elle traite des crimes dont on leur applique une sentence maximale de 20 ans d'emprisonnement. Et les affaires civiles entre 75 000 $ et 750 000 $. Et enfin, on a la Cour suprême de Western Australia qui occupe le plus haut niveau dans la hiérarchie des cours. Elle se caractérise par sa juridiction originale et d'appel. En ce qui concerne la juridiction originale, elle traite des crimes punis par un emprisonnement à vie ou toute autre sentence extrême et maximale, et traite les affaires civiles au-delà de 750 000 $.
Et en ce qui concerne la juridiction d'appel, elle reçoit les demandes d'appel des juges uniques de la Cour suprême dans n'importe nature de décision, les affaires criminelles de la Cour de magistrat et de district, les affaires civiles de la Cour de district. Maintenant, nous passons aux cours de l'État de Tasmanie. À l'opposé des autres États d'Australie, Tasmanie a uniquement 2 niveaux de cour, la Cour de magistrat et la Cour suprême. La Cour de magistrat peut être divisée en Court of Petty Sessions, Youth Justice Division, Civil Decision et Coronial Division. Et en ce qui concerne la Cour suprême, elle a la juridiction originale qui traite des cas civils sérieux et des crimes et d'appel. Et enfin, nous avons South Australia. On commence par la Cour de magistrat qui est divisée en Civil Division Minor Claims, Civil Division General Claims, Civil Division Consumer and Business Claims et Criminal Division Petty Sessions Division. La plupart des cas de la Cour de magistrat sont décidés par un magistrat. Il y a des juges spéciaux dans la Petty Sessions Division et dans d'autres cas limités. Ensuite, il y a la Cour de district qui succède la Cour de magistrat et a été récemment divisée en 4 parties. Civil Division, Criminal Division, Criminal Injuries Division, Administrative and Disciplinary Division. Et enfin, on a la Cour suprême qui a à la fois la juridiction originale et d'appel des autres cours. Et ce sera tout. Merci pour votre patience. Comme nous l'avons vu, le détachement de la common law australienne à la common law anglaise a laissé certaines similitudes. Néanmoins, cela n'a pas empêché le gouvernement et parlement fédéral australien d'élaborer des lois spéciales appelées lois autochtones. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage. On les a massacrés, on les a empoisonnés avec l'eau. I was born at a time when the Australian government knew how many sheep there were, but not how many Aboriginal people. Tous ces clans, en fait, c'était des nomades. Et ils suivaient en fait leurs lignes totémiques, leurs ancêtres, qui étaient des êtres spirituels, à moitié humains, à moitié animaux, un peu chimériques, et qui leur ont dicté leurs lois. Leur terre d'origine, leur terre de naissance est hyper important pour eux. Donc les déplacer et les détacher de leur terre, c'est couper complètement le lien qu'ils ont avec leur environnement et leur spiritualité et leur vie sociale. En fait, c'est les couper de tout. Donc en à peine 240 ans, la colonisation a réussi à détruire un peuple tout entier. En Australie, on ne dit pas la vérité dans les livres d'histoire aux enfants. Enfin, très peu d'Australiens savent la vérité sur leur histoire de la colonisation, ou la nient complètement. Il y a des mouvements de négationnisme hallucinants. Ils ont des problématiques très importantes. Ils vivent franchement dans les communautés, c'est le tiers-monde là-bas, donc avec une pression pas possible des politiques, un racisme hallucinant. Donc pour s'en sortir, c'est très compliqué en étant aborigène.
waste the territory. No dumping market. It belongs to me and him. This is our land. Tout est contre eux, donc c'est difficile de sortir d'un cycle d'échecs et de dépression quand rien n'est fait pour justement être dans la résilience. Tout est fait pour justement te victimiser, montrer que tu n'es pas rentable, tu fais rien quand tu es assis par terre à regarder l'horizon. Le gouvernement trouve que leurs pratiques sont dangereuses, donc le gouvernement leur interdit de perpétuer leurs cérémonies et les emprisonne pour un oui, pour un non. Personne n'a le droit de venir dire à ces peuples ce qu'ils ont à faire et comment ils doivent le pratiquer. Moi je trouve qu'au XXIe siècle, c'est scandaleux quoi. Recevons à nouveau un appel téléphonique de mademoiselle Marie-Jo Hnaine qui va nous parler de ce reportage. Bonjour Marie-Jo. Bonjour Magali. Alors oui, le gouvernement de l'Australie a rejeté l'an dernier la déclaration commune des aborigènes qui réclamait qu'ils aient une voix au sein du Parlement et qu'ils soient reconnus dans la constitution du pays. Le document historique demandait un processus de guérison après des siècles de dépossession et de discrimination. Au Canada, les droits des peuples autochtones sont reconnus dans la Constitution depuis 1982. Mais en Australie, les lois fondamentales ne mentionnent pas les peuples aborigènes et indigènes. Le Premier ministre avait annoncé en octobre 2017 que son cabinet refusait les requêtes des aborigènes parce qu'elles n'étaient pas désirables ou susceptibles d'être acceptées lors d'un référendum. Le chef de l'opposition, Bill Shorten, a quant à lui promis d'offrir une voix législative aux aborigènes s'ils n'avaient pas le soutien du Parlement pour organiser un référendum. Les aborigènes, qui représentent 2,3% de la population, cumulent de nombreux handicaps sociaux depuis plus de 2 siècles. À cela s'ajoute, outre des démêlés répétés avec le système judiciaire, une très faible représentation dans les organes décisionnels du pays. Le XXe siècle aura été successivement celui du contrôle de tous les aspects de leur vie, de la naissance du processus de réconciliation et d'un certain recul de leurs droits. Finalement, aujourd'hui, le nouveau gouvernement australien semble être désireux d'intégrer les aborigènes dans la destinée nationale, dans une perspective de politique de réduction des inégalités entre les deux populations qui constituent la nation australienne. Je te renvoie la parole, Magali. Merci. Avant de conclure notre émission, nous revenons tout au début, lorsqu'on a vu la première vidéo, pour voir comment le pourcentage de connaissances sur le sujet de Common Law a évolué. Finalement, loin de son système juridique, l'Australie est un pays de l'hémisphère sud, dont la superficie couvre la plus grande partie de l'Océanie, et aussi il est considéré comme la plus grande île et le 6e plus grand pays du monde. Merci de nous avoir écoutés.